Certes, tu m'as donné une belle leçon. À la frontière du royaume des morts. Désormais, je sais que je ne pourrai jamais accepter la mort. J'ai donc recueilli tous les grimoires anciens que j'ai pu trouver. Certains de leurs propriétaires ne se sont pas montrés très coopératifs. Et qu'est-ce que tu complotes aujourd'hui, Aranéide? Ce que nul sorcier n'avait jamais pu faire. Grâce à ma magie suprême, j'ai pu l'accomplir. La porte qui sépare le pays des morts de celui des vivants demeurait close depuis la nuit des temps. Je possède la clé qui peut l'ouvrir. Jamais cette porte ne doit être ouverte. Quand le comprendras-tu enfin? Nul magicien qui possède un tel pouvoir n'a le droit de l'utiliser pour ça. Serais-tu assez fou pour détruire l'équilibre de ce monde? Comme tu es drôle. Moi qui te croyais plus lucide que le commun des mortels. Mieux que quiconque, tu devrais savoir que l'équilibre dont tu parles a été détruit par l'homme il y a bien longtemps. L'avidité de l'homme ne connaît pas de limite. Il est impossible de la maîtriser. Je suis sur le point d'obtenir la vie éternelle. Bientôt je goûterai à l'extase d'une existence sans fin. Aranéide, la répétition incessante des cycles de naissance et de mort est l'essence même de la vie. Je suis bien au-delà de ces absurdités. Tony. Ouais. T'as vu ça? Il se passe la même chose dans le film. Ah, t'inquiète, c'est de la merde ce film. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important. C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important? C'est vrai, remarque, 9h c'est assez important comme horaire parce que c'est l'heure d'aller dormir. Remarque, une fois, je me souviens, il était couché vers minuit 10. Pourtant, moi j'étais fatigué après. Oh, j'y passerai des jours, des nuits, des mois s'il le faut. Ah non, de Dieu de bordel de merde. Oh, tu m'en dingue. Tu m'en fous. Oh, je suis fou. Oh, troll studio. Oh, ton cul. C'est mon génie. Tais-toi! Je vais obtenir la vie éternelle! Je suis fatigué. J'en ai assez de vivre constamment dans l'angoisse. Arène, l'éternité enlève tout son sens à la vie. Tu ne comprends donc pas que refuser de mourir, cela revient finalement à refuser de vivre? Tu dis n'importe quoi! Arène, ouvre ton cœur et écoute-moi. Dans ce monde, il n'y a rien ni personne qui puisse durer éternellement. Tout doit naître, vivre et mourir. C'est une loi universelle à laquelle ni toi ni moi ne pouvons échapper. Il n'est pas facile de l'accepter, je sais, mais c'est le cadeau le plus précieux que le ciel puisse nous faire. Notre soif d'éternité naît de la peur que nous avons d'être dépossédés de tout ce que nous avons acquis au cours de notre vie. Mais nos joies comme nos tourments, nos trésors les plus précieux, les croyances auxquelles nous sommes attachés, tout ça doit s'achever un jour. Bonjour et bienvenue, vous écoutez Le Cinéma est mort, l'émission nécrophile de Canal B avec bien sûr le docteur Moreau. Bonjour Antonin. Et salut les kids. Comment ça va Antonin dans ton petit espace confiné ce soir? Je me Puisqu'on sens enregistre quand même, on n'est pas en direct sur Canal B, je tiens à le préciser quand même. Non, moi je suis dans un superbe espace, je suis dans une école de danse désaffectée, c'est parfait, c'est vraiment, je suis en plein rêve post-apocalyptique, c'est super. On continuera ce soir comme on l'a fait dans les émissions précédentes, en cette période de confinement, à parler de films et d'objets filmiques que les gens peuvent voir de chez eux, ce qui les rapproche de moi énormément, hein, puisque c'est comme ça que je fais l'émission depuis quand même des années. Donc là, enfin, tout le monde est au même niveau, tout le monde voit les films que moi je peux voir. Nous deux, ça nous met au même niveau. C'est très bien. Mais en fait, il y a des tas de super méchants dans l'histoire du cinéma qui ont à peu près le même discours
discours que toi. Je crois que c'est dans Les Indestructibles où il veut que plus personne ait de super pouvoir pour que tout le monde soit normaux ou je sais plus quoi, mais c'est un peu ça. Oui, c'est oui, vraiment un il y a vrai des super choses- méchant. Mais alors merci, ça me touche ce que tu dis, c'est très sympathique et ça n'empêche pas du coup que tout se passe bien et qu'on va parler de choses très très chouettes ce soir, des choses que malheureusement certaines j'aurais aimé voir au cinéma. J'espère qu'on aura le temps de parler par exemple de The Nightingale de Jennifer Kent, dont personne n'a parlé alors que c'est sorti il y a 2 ans déjà. Il a fallu enfin un confinement et une pandémie mondiale pour qu'on voit ce film. C'est super, enfin comme quoi la pandémie a du bon, faut quand même aussi le dire, faut voir le bon côté des choses à un moment. La pandémie a du bon, les gens ont le temps de rattraper tout le retard qu'ils ont accumulé quand même à cause de leurs enfants notamment pendant des mois, pendant des années. Voilà, enfin les gens ont un peu de temps pour rattraper leur retard et pour regarder Arte aussi, pour voir des documentaires et des films sur Arte. On y reviendra rapidement. On parlera, j'espère, donc de The Nightingale. On parlera aussi d'une sortie DVD. Parce que The Nightingale, lui, pour le coup, il est sorti nulle part, ni en DVD, ni en VOD, mais on peut le trouver sur les internets, et bon, ça reste encore l'une des meilleures manières de voir un film en 2020, Tu mens. surtout en 2020 d'ailleurs. On parlera de la flèche et la rose. La rose et la flèche, patate. Merci. Encore une fois, c'est ton émission, c'est toi qui travailles. Moi, je suis animateur, finalement, c'est ça mon travail. La Rose de Richard Lester, qui est sorti pour le coup, lui en DVD et en Blu-ray chez Rimini. Tu me coupes au moment où je dis une bêtise encore. Tu dis jamais de bêtises. C'est chez Rimini que c'est sorti. Film de Richard Lester des années 70 avec Sean Connery et Audrey Hepburn. Et on va démarrer tout de suite cette émission avec quelque chose qui n'a absolument rien à voir. J'espère que tu l'as vu quand même, Antonin, que tu pourras m'aider quand même à en causer. On va parler de Miyazaki. On n'a jamais parlé de Miyazaki je crois, dans cette émission, mis à part peut-être Avec on avait Camille, dû mentionner... ouais. On avait dû en parler, et puis je me demande si on n'avait pas parlé quand même un petit peu à la sortie du Vent se lève, son dernier long métrage. Je pense qu'on en avait parlé peut-être en faisant appel à un intérimaire, parce qu'on est tellement raciste et qu'on n'aime pas les Niako, parce qu'on a des souvenirs très douloureux de la Seconde Guerre mondiale, qu'on avait fait appel à des intérimaires pour parler du cinéma asiatique en général. Et c'était notre ami Camille Moulin-Dupré. J'ai pourtant le souvenir d'en avoir parlé parce que j'avais été le voir au cinéma, donc je pense que si j'ai dû en parler à l'émission, j'en suis assez convaincu. Comme on avait pu parler un peu après des contes de la princesse Kaguya de Takahata, du même studio Ghibli, qui était sorti un petit peu après. Moi j'ai le souvenir qu'on en avait parler un petit peu, mais bon, si toi tu me dis que c'est pas vrai, je suis prêt à te croire, je suis prêt à te faire confiance. Si, mais on en avait parlé, mais on avait fait venir à quelqu'un, un expert, quoi. Ouais, depuis tout ce temps, moi j'ai rattrapé un peu mon retard, ce qui fait peser sur moi une grosse pression en fait. C'est que aujourd'hui j'ai 2 personnes qui vivent avec moi en confinement qui sont fans de Miyazaki. Ma femme et ma fille de 2 ans et demi, bientôt 3 ans, attention, qui a déjà vu au moins une dizaine de fois Totoro et qui est là en mode pogno à fond les ballons. Et donc évidemment de parler aujourd'hui de Miyazaki, ça me met extrêmement mal à l'aise. Heureusement, on n'est pas là pour faire une émission spéciale Miyazaki. Heureusement, l'une des deux pas... Exactement. Et on va plutôt parler d'un documentaire qui a été mis à disposition du monde entier il y a quelques semaines, voire un peu plus, par la chaîne NHK, qui est la seule chaîne de publique au Japon, qui s'occupe aussi des radios publiques et de tout le bordel. Et cette chaîne, en fait, a mis à disposition un documentaire sous-titré en français, ce qui est assez merveilleux d'ailleurs. C'est assez dingue. Un documentaire. Oui. Enfin, j'ai pas regardé tout ce qu'il y avait sur cette chaîne-là, j'ai pas vraiment exploré vraiment le site, mais il a l'air complètement dingue. Voilà. Après, il faut savoir que cette chaîne-là, justement, étant donné que c'est la chaîne publique au Japon, même s'il y a des choses merveilleuses dessus, même si ce documentaire-là, moi, je le trouve vraiment super, bon, faut mettre les choses en perspective. C'est une chaîne qui, évidemment, a une espèce de monopole qui va cacher certaines choses, et de voir d'autres documentaires justement sur Ghibli ou sur Miyazaki qui ne sont pas produits par NHK. On a de temps en temps des petites piques sur cette chaîne justement, et sur la façon
la façon qu'elle a de produire ou de mettre son grain de sel parfois dans certaines choses. Ok. Même si Ghibli, bon, c'est un studio un peu particulier. Mais justement, donc c'est un documentaire donc, qui a été mis en... Donc c'est 10 ans avec Miyazaki. C'est pas traduit comme ça exactement 10 years with Miyazaki ou une connerie du genre, hein, je pense. Qu'ils on trouve très très facilement. Et j'imagine qu'Antonin, vu qu'il fait un travail exceptionnel sur les internets, que moi je sais pas ce que c'est trop ou comment ça s'utilise, il mettra sans doute un lien vers la chaîne Anashka. Un documentaire donc qui a été réalisé par Keku Arakawa, qui est un bonhomme qui, à la fin des années 2000, enfin en 2006, je crois, un truc comme ça, a commencé à suivre Miyazaki avec sa petite caméra toute pourrie, à la fois dans son studio personnel, puis dans les studios de Ghibli, et dans ses trajets quotidiens du travail de tous les jours. Et qu'il a suivi pendant plus de 10 ans d'ailleurs, parce que ces 4 parties-là, puisque le film est en 4 parties de 50 minutes et quelques, hein, c'est le même format télévisuel au Japon qu'en France, j'ai l'impression, ce qui est assez rassurant finalement au niveau de la culture mondiale. Ouais, tout le monde est raccord. C'est chouette. Donc le film a été divisé en 4 parties, ça fait 3h30 de documentaire qui suivent Miyazaki. Mais il faut savoir que voilà, ce bonhomme-là, Arakawa, il a continué même après à suivre Miyazaki pour notamment un documentaire qui était sorti, tu m'avais dit Antonin, au cinéma, hein, c'était The Never Ending Man, qui pour le coup suivait Miyazaki. Alors attention spoiler, parce que c'est vrai que même dans les documentaires maintenant il y a des spoilers, mais à la fin des 10 ans avec Miyazaki, à la dernière partie, Miyazaki annonce sa retraite. C'est après la sortie du Vent se lève et ça se termine avec son annonce de retraite des longs métrages. En tout cas. Et après ça, et ce qui est sorti chez nous avant, d'ailleurs, le Never Ending Man, suit Miyazaki alors qu'il est censé avoir pris sa retraite et qu'il est en train de travailler sur un court-métrage d'animation pour le musée Ghibli, qui lui continue de produire des choses. Hein. C'est comme ça que le studio aussi continue de vivre, continue de faire de l'argent en tout cas. C'est avec son musée. Et il y a des courts-métrages et des choses comme ça qui sont produites quand même pour le musée. Et donc ce documentaire Never Ending Man était sorti, lui, au cinéma. Voilà, c'est un petit machin d'1h10 qui pris tout seul, et j'ai été revoir un petit peu les critiques de l'époque, et les grandes critiques, hein, celles de Télérama, celles des Inrecuptibles, celles du Monde, enfin les critiques qui font aujourd'hui, qui ont du poids un peu dans la société cinématographique française, qui étaient quand même un peu déçus par l'objet, en se disant bon bah oui, mais c'est un peu bancal, c'est pas très joli, ça manque de recul, ça manque de choses, ça manque d'informations, des trucs comme ça. Et c'est vrai que je pense que si j'avais vu Never Ending Man avant d'avoir vu les 4 parties des 10 ans avec Miyazaki, j'aurais été, pas forcément sur ma fin, mais j'aurais perdu beaucoup de choses. En tout cas, j'aurais pas apprécié complètement cet objet. Tout ça pour dire que Arakawa, il a suivi pendant presque, en fait, finalement 15 ans, au moins 15 ans d'ailleurs, Miyazaki. C'est pas le premier. J'ai découvert aussi qu'avant ça, dans les années fin 90, début 2000, il y a un gros making-of qui était sorti. C'était pendant La Princesse Mononoke. Un making-of de 6h30 qui est disponible un petit peu sur Dailymotion. Les gens ont oublié l'existence de Dailymotion, ce qui est dommage pendant une période de confinement. Ce qui est dommage pour Dailymotion aussi, hein, c'est vrai que mais c'est un endroit où on peut mettre des choses alors que tu n'as pas forcément de les voir sur Internet, et plus personne ne va voir sur Dailymotion, plus personne s'intéresse des droits sur Dailymotion. Donc tu peux y aller si tu as des trucs un petit peu louches à mettre. Dailymotion aujourd'hui, c'est the place to be. Et donc voilà, il y a un making-of de 6h30 de Mononoke qui existe dans une qualité un peu cracra, mais tout ça pour dire que Miyazaki, c'est pas le dernier à s'être laissé filmer finalement, et Ghibli, c'est pas les derniers à s'être laissé filmer dans leur travail en fait. Donc même si le documentaire est super, c'est pas non plus un exemple rare d'une percée dans le monde du travail de Miyazaki, ce qui n'empêche que moi, la belle découverte que j'ai pu avoir, alors même que je connaissais quand même un peu, notamment Totoro, et puis que j'ai vu depuis quelques années pas mal de Miyazaki, rapport à ma vie personnelle, le documentaire, moi, m'a vraiment plu, dans le sens où, en effet, c'est pas très beau, ça cherche pas à l'être, d'ailleurs. Ce que ça cherche à faire, c'est à montrer
vraiment le processus créatif d'un personnage qui se mêle malheureusement ou heureusement avec sa vie privée. Il y a beaucoup de choses très très belles quand même là-dedans. C'est que on voit le bonhomme vraiment, donc c'est du travail de l'artisanat presque, c'est un type qui est extrêmement exigeant, c'est un type qui a une façon de travailler qui moi m'a fait penser beaucoup à George Miller par exemple. J'imaginais très bien George Miller préparer Fury Road de la même manière que Miyazaki est en train de préparer Ponyo ou Le Vent se lève, qui sont des films qui sont quand même très très différents, hein. On passe d'un film en 2008-2006 destiné vraiment à un public d'enfants au Vent se lève, qui est censé être son testament, et pour le coup vraiment un film pour adultes sur la création, quelque chose d'un peu lourd, en plus à scandale parce que ça parle du bonhomme qui va créer les avions qui serviront aux kamikazes qui vont attaquer notamment Pearl Harbor et puis d'autres trucs comme ça. Enfin voilà, et lui il met là-dedans la même exigence, le même travail, il se comporte exactement de la même manière pour les deux objets, en allant chercher par exemple le cœur du film, et tu vois, et ça c'est des choses qui ont été filmées par ce petit bonhomme avec cette petite caméra toute pourrite qui rend des images pas très belles du tout, mais tu vois ce travail là en fait, et moi ça de rentrer dans cette intimité là, de voir ce travail, vraiment on parle de travail, et puis du coup le bonhomme de le montrer dans tout ce qu'il peut avoir de dégueulasse, de beau aussi, ils font pas l'impasse sur n'importe quel aspect de la personnalité au travail, en tout cas du bonhomme, ou même de son intimité. Le type peut d'un coup te lâcher, sur le même ton d'ailleurs que n'importe quelle autre phrase, des vérités absolues ou des phrases extrêmement blessantes, y compris à l'encontre de son propre fils qui, à ce moment-là, est en train de réaliser son premier long métrage. Et on a pu entendre des extraits, des contes de Terre-Mère au générique de cette émission. Et c'est vrai que si le film est pas terrible, il y a une séquence dans la première ou deuxième partie du documentaire qui est terrifiante, je trouve, où Hayao Miyazaki va voir la projection test du premier long métrage de son fils et se barre en plein milieu et explique que bah non, c'est pas possible, il est pas prêt. Moi je voulais pas qu'il fasse ce film de toute façon, et faire un film ça veut dire s'investir, et lui il est pas investi, de toute façon il est pas prêt. Le type a 45 ans et Miyazaki considère encore que son fils est pas prêt à faire un long métrage, quoi. Il y a ces bourrées de choses comme ça qui sont extrêmement fortes, je trouve, et qui moi m'ont donné envie justement d'y retourner. Et c'est vrai que j'ai revu Ponyo par exemple après, qui est en train d'être fait au moment des premières parties du documentaire, et c'est vraiment enrichissant. Et ce qui m'a changé un peu des documentaires que j'avais pu voir sur Arte dernièrement, consacrés à Melville ou Kubrick par exemple, qui pouvaient être des documentaires pas trop dégueulasses du tout, d'ailleurs, sur les bonhommes, mais j'en sortais absolument rien en fait de ces films. Et c'est vrai que là, en ressortant du documentaire sur Miyazaki, ça changeait un petit peu ma vision des détails en fait, des films que j'étais en train de voir, que ce soit Le Vent se lève ou de Ponyo. Je voyais vraiment une attention particulière sur des toutes petites choses que j'aurais absolument pas vues sans ça. Ah ouais, enfin moi je partage complètement ton enthousiasme. J'ai trouvé que ces 4 parties-là, ces 4 documentaires sont hallucinants, et ce qui est assez taré, c'est que moi je me rappelle pas avoir vu un documentaire sur un cinéaste que j'aime de cette qualité-là, une telle plongée dans l'intimité sur une aussi longue durée. J'aimerais bien voir ça pour d'autres cinéastes, même si tu te dis c'est juste impossible, parce qu'effectivement il y a une absolue honnêteté dans le film, il y a une absolue absence de langue de bois. Enfin, on entend quand même Suzuki, qui est donc le producteur historique, là, le numéro 2 de Ghibli, qui va te dire que Ponyo, il aime pas trop, quoi. En fait, il va dire la vérité c'est quoi, moi j'aime pas trop Ponyo, et je trouve que Miyazaki il s'est un petit peu endormi sur ses lauriers quand il fait Ponyo, donc il est content qu'il parte sur un autre trajet. Tu vas avoir des trucs genre Takahata qui arrive dans le studio pour présenter un nouveau projet où il se remet en cause complètement esthétiquement avec Mes voisins les Yamada, et Miyazaki tu le vois mais complètement touché dans son orgueil profond, qu'un mec et qui est l'autre référence du cinéma d'animation japonais, qui arrive et il a 6 ans de plus que lui, et lui il arrive à se remettre en question alors que lui il vient de refaire une fantaisie comme il a pu en faire d'habitude, et tu le vois vraiment touché dans son orgueil. Le film ne nous épargne rien avec
pas mal de cruauté, Mais des oui, affres et un peu même- de ce que c'est un ego de créateur, mais dans le bon sens du terme, tout comme dans le mauvais. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a une exigence, et ça, il le filme. Tu sens que quand il cherche en termes d'animation, c'est hallucinant. Quand il cherche pognon en termes d'animation, il cherche vraiment le bon dessin, la bonne façon de l'animer et tout ça, et qui fait chier tout le monde parce que tant que ça sera pas bon, bah c'est pas possible, on ne commence pas le projet, et qui cherche le truc, et quand il le trouve quasiment en direct, là, tu dis c'est juste dingue. Oui, il y a en ça, fait. c'est que tu le vois vraiment créer. C'est-à-dire que Miyazaki, il n'a pas un scénario écrit d'avance. Il travaille vraiment avec son dessin. Son dessin, c'est son storyboard, c'est ce qui va faire la narration même du film. Il n'y a pas du tout de scénario. Les gens savent pas comment le film va se terminer avant que lui ait donné son dernier dessin de storyboard, parce que ça sera ça la fin de l'histoire. Et donc tu le vois vraiment à un moment même aussi chercher, bah voilà, il est bloqué, il cherche le bon dessin, il cherche le cœur du film. Et ça, c'est un moment que moi j'ai trouvé super fort. C'est-à-dire qu'au petit matin, du coup, tu as le reste de l'équipe qui arrive et lui dit, voilà, c'est ça le dessin, ce dessin-là, c'est le cœur du film. Ouais. Et c'est à partir de là, du coup, qu'on va travailler. Et c'est super fort. Et puis après, parce qu'il y a quand même 4 parties dans le film, hein, et c'est vrai qu'on verra notamment, il y a une séquence que je trouvais très très forte aussi, c'est son fils qui travaille sur son long métrage. C'est sur son deuxième, je crois, La colline au coquelicot, donc presque 10 ans plus tard. Et son père a écrit le scénario, donc il a envie de s'investir un petit peu dans le machin. Sauf que dès que son père débarque dans le studio, le fils Golo, il va planquer tous ses dessins pour pas que son père les voie. Et du coup, tout ça, c'est filmé, et c'est des séquences que je trouve assez folles quand même, quoi, parce que assez fou, à aucun moment, t'as l'impression de voir du jeu, ou t'as aucune impression de mise en scène non plus dans le documentaire. T'as l'impression vraiment, à un moment, t'es la petite fourmi qui observe un quotidien de création, de studios qui sont, faut quand même le rappeler, en tout cas à ce moment-là, pas du tout des petits studios, on est dans notre coin, on fait des petits films. Non, c'est des gros machins, c'est des films, le dernier film de Miyazaki, ou Ponyo, c'est des millions et des millions d'entrées au Japon, rien qu'au Japon. Ça a été racheté par Disney, c'est enfin connu en France. C'est distribué par Miyazaki. Disney. Oui, c'est distribué par Disney à l'étranger. Et du coup, ça se fait doubler. Enfin, Ponyo, moi, quand je revois le film aujourd'hui, j'ai le générique américain. Quand je vois il y a une vingtaine de stars qui font tous les doublages, et certains, c'est juste pour 2-3 répliques, quoi. C'est vraiment quelque chose d'assez costaud. Je veux dire, ce que je veux dire, c'est que c'est pas. Ça donne l'impression, quand on voit les documentaires, d'être face vraiment à une bande de bonhommes dans leur coin qui travaillent juste avec un petit crayon en train de faire un long métrage. Il y a quand même une centaine d'animateurs qui sont derrière Miyazaki à attendre qu'enfin il se décide dans quel sens il veut que les pattes de Ponyo avancent. Et puis derrière ça, c'est une économie monstrueuse, et c'est vrai qu'ils vivent toujours de la même manière dans leur tout petit bureau, dans leur tout petit studio. A priori, c'est aussi le musée qui est juste à côté. Et ça crée quelque chose. Et ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un autre documentaire qui est sorti aussi il n'y a pas si longtemps que ça, sur le studio Ghibli et sur Miyazaki un peu en particulier quand même. C'est The Kingdom of Dreams and Madness, qui va suivre évidemment Miyazaki, Suzuki le producteur, et Takahata, qui est beaucoup plus discret pour le coup. Ils ont beaucoup plus de mal, je pense, à suivre et à filmer Takahata que Miyazaki, qui vraiment a accepté qu'une caméra le colle au cul dans son intimité pendant pas mal de temps, quoi. Et quand il n'a pas envie de se faire coller au cul, en fait, il envoie chier le caméraman, et ça, c'est dans le documentaire, quoi. Ouais, c'est ça, c'est dans le documentaire. Il n'y a aucun problème, quoi. Le type assume d'être un enfoiré parce que, de toute façon, il est convaincu que, et moi je trouve ça très très beau comme façon de voir le cinéma, hein, que le cinéma, faut s'y investir, faut être à fond là-dedans, et il faut laisser rien passer d'autre. Et donc lui, il a abandonné son fils, par exemple, et sa vie de famille et n'importe quoi pour le cinéma. C'était voilà. Si tu fais du cinéma, tu t'investis là-dedans, quoi. Ouais, bien sûr. Et ce qui est assez dingue, c'est que ça, je sais pas s'il y a aussi le fait qu'il y a un décapage en 4 parties, mais en fait, on a l'impression de regarder de temps en temps une sorte de saga familiale, en fait, quelque part, quoi, avec tous les nœuds de télé-réalité où les gens sont enfermés et se il y a ce truc-là, et puis c'est vrai que tu as tellement des nœuds familiaux, des intrigues familiales qui sont bizarres, parce que là, nous regarde ça, on se dit, mais c'est juste
c'est pas possible, quoi. Enfin, c'est pas possible. Le fils qui fait des films pas terribles, qui est en face avec son père, tu dis c'est vraiment un truc qui est tu peux pas assumer cette chose-là, mais le mec le formalise, enfin le formule, le formalise, et on a conscience, enfin il y a une sorte d'honnêteté dans les propos qui sont dans le documentaire où tu vois que le mec est Goro, il a conscience un peu de tout, mais il fonce quand même. Et il y a tout un aspect de fiction où finalement tu as du récit qui arrive là-dedans, au-delà de la stricte capture documentaire. Je pense par exemple que Miyazaki il le filme des fois comme presque un personnage comique, c'est-à-dire que tu as T'as ce côté quand Miyazaki arrive dans le studio des animateurs et qui allait filmer de dos un peu faussement badin ou faussement débonnaire à examiner tout le monde, et que tu sens un petit peu non pas la terreur mais un peu l'angoisse chez tous les animateurs, et qui sort une petite blague ou qu'au contraire il va être hyper cruel. Il y a vraiment des effets comiques là-dedans qui sont saisissants, quoi. Enfin, des effets comiques un peu terrifiants, quoi, mais et c'est vraiment d'une justesse incroyable, ouais. Moi, ce que je conseille vraiment, c'est si jamais vous n'avez pas vu les films de Miyazaki en question, parce que c'est vrai que c'est intéressant de revoir surtout sur c'est cette période-là, donc Ponyo et Le Vent se lève, déjà de les voir l'un après l'autre, je trouve ça vraiment chouette parce qu'il y a un grand écart entre les deux et la même exigence quand même qui moi me fascine, et même dans la façon de raconter les histoires. Moi, je trouve Ponyo quand même finalement vraiment super chouette, extrêmement simple dans ce que ça raconte, mais c'est dans le détail qu'il se passe des choses complètement folles, alors même que Le Vent se lève, le film qu'il fait juste après, pour le coup, est un objet qui retrace une partie de l'histoire du Japon quand même, qui est l'une des plus difficiles. Et avec énormément de personnages, énormément d'actions. Je conseille vraiment de voir ça. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est de revoir justement le film de Goro. Comme tu le dis, lui-même ressent très bien presque le rejet de son père par rapport à lui, par rapport à son film. Une sorte de mépris, enfin pas de mépris, mais ton film n'est pas assez bien, quoi. Et t'es pas fait pour ça, grosso modo, ce que lui dit son père, quoi. T'es pas fait pour ça. Oui, et de revoir les contes de Terre-Mère. De revoir les contes de Terre-Mère, ce qui est fascinant, c'est que les contes de Terre-Mère se démarrent par exemple par un gamin qui tue son père, et il sait même pas pourquoi d'ailleurs, et pendant tout le long du film, le gamin vit avec ça et va devenir le héros, que tu as un peu de mal à accepter d'ailleurs, quoi, mais il devient le héros et il sait pas, non mais j'ai une part sombre en moi, ça m'a poussé à tuer mon père, et le film démarre par ça quand même, il va tuer son père de façon complètement gratuite, et c'est assez fascinant du coup de voir ça en fait, et c'est pas surprenant que Miyazaki soit barré en plein milieu de la projection, je pense. C'est bourré de références à son cinéma à lui, et en même temps il s'est fait tuer dans le film. Enfin c'est voilà, le film. Donc 10 ans avec Miyazaki est disponible sur le site de NHK, c'est très facilement trouvable sur internet, c'est mis à disposition jusqu'en 2026, donc les gens ont le temps normalement de voir le film. Neverending Man, qui est la suite, hein, presque, où là pour le coup Miyazaki se lance dans le cinéma d'animation, et normalement il y a un long métrage qui devait arriver d'ailleurs, parce qu'il a annoncé qu'il prenait sa retraite, mais bien évidemment il n'en est pas capable, c'est le propos même du documentaire, donc il se lance, il a fait un court métrage d'animation qui lui n'est pas disponible, ce qui est destiné au musée Ghibli. Et j'ai cherché pour le voir, mais non, Musée Ghibli, comme Disney, protège très très bien ces objets, j'ai l'impression. Lui revient donc voilà, comme sur Miyazaki, qui se lance dans l'animation mais en 3D, en virtuel, avec des jeunes, et c'est très très chouette de le voir, Miyazaki lâcher son crayon entre guillemets pour essayer d'animer des choses sur ordinateur. C'est vraiment très très intéressant. Pareil en termes de travail, c'est le même, c'est Kaku Arakawa qui va filmer ça, qui continue à le suivre, et ça vaut vraiment le coup, après avoir vu les 4 parties, de voir Neverending Man. Et puis en bonus, il y a ce documentaire The Kingdom of Dreams and Madness, qui a été fait par quelqu'un d'autre, de pas NHK, et donc ça offre quand même un autre point de vue sur cette même période de la création du Vent se lève en fait, et sur tout le studio, sur comment le studio fonctionne, et tu vois aussi justement la publicité, le commerce en fait qui se crée autour de Ghibli, c'est-à-dire que quel genre de produits dérivés on va pouvoir faire, des choses de ce genre par exemple. C'est vraiment très très chouette à voir en bonus aussi de cette série là.
Il est temps, parce que du coup on a passé un peu de temps sur Miyazaki, il est temps de passer à autre chose, de faire une pause même, et on se C'est pas retrouve comme si après. Miyazaki c'était important. Oui. Non mais de toute façon voilà, je me sens pas du tout de taille à causer de son cinéma à lui. Juste comme ça, il y a des bouquins qui sont sortis sur Miyazaki quand même. Chez Rouge Profond par exemple, il y a un livre qui est sorti qui a l'air très très chouette, hein. Je l'ai juste feuilleté, mais voilà, il y a un bouquin sur Miyazaki chez Rouge Profond. Puis tu as une collection aussi qui est sortie, j'ai malheureusement pas pris les notes. Il y a Mais, Playlist un livre Society. sur- Hein. Je crois Il y a ils ont Playlist sorti un film, Society, ouais. voilà, oui, tout à fait. Et puis il y a encore une autre collection qui a sorti un livre sur Takahata d'ailleurs, parce qu'on a tendance à l'oublier, Takahata, beaucoup, alors que c'est quand même grâce à lui, que Miyazaki est là aujourd'hui, et voilà. Et puis un autre sur le studio Ghibli vraiment, mais malheureusement j'ai oublié, mais c'est des choses, voilà. Heureusement, Dionnet a écrit dessus, Dionnet raconte, parce que c'est quand même aussi, on l'a pas dit, un peu grâce à lui qu'on a découvert en France Miyazaki. Moi, je me rappelle dans les années 90 avoir vu Porco Rosso sur Canal+, présenté par Dionnet, avoir été très déçu d'ailleurs par le film. Mais voilà, il avait écrit aussi sur Miyazaki, et on le retrouve dans un ouvrage collectif aussi sur Miyazaki. Et c'est un bonhomme, c'est là-dessus que je vais terminer, je pense, qui me fascine un petit peu quand même pour ça aussi, c'est-à-dire que il débarque dans les 90 en France, c'est du cinéma d'animation, donc évidemment on va essayer de le faire rentrer dans le film pour enfants, et ce que lui film fait Club d'ailleurs, Dorothée. voilà, c'est ça, mais en plus il a commencé avec des dessins animés qui passaient au Club Dorothée, mais évidemment c'est des films d'animation, donc c'est difficile à faire passer pour autre chose que du film pour enfants. Et il va réussir vraiment à gagner en respectabilité malgré ça, malgré le fait que ça soit destiné aux enfants. Et d'un coup, il a réussi, je pense, très très vite, entre guillemets, à acquérir à la fois, en effet, ce succès populaire et ce statut de réalisateur pour enfants, et une espèce de statut d'auteur, de vrai auteur. Et son dernier film, Le vent se lève, l'a définitivement fait passer au rang de auteur art et essai d'ailleurs, et Palme d'Orable. Et moi, il a une trajectoire, une carrière entre guillemets, qui me fascine un petit peu. Voilà. On fait cette pause et puis on se retrouve après pour parler de La Rose et la Flèche, de Richard Lester. Tu sais, quand je t'ai vu sur ce créneau, j'ai cru que tu allais y rester. Pourquoi suis-je parti au loin?
Voyons si tu es très abîmé. Oh, ce n'est rien. Quelques plaies, quelques bosses. Tout de même. C'est beaucoup. Ton corps était si beau avant ton départ. Dur, sans une seule cicatrice. Et tu étais à moi. J'ai cru mourir quand tu m'as quitté. J'ai même essayé de mourir. Je suis sortie du camp, je suis allée m'étendre dans les bois. Et là, je me suis coupé les 2 poignets. Un imbécile de forestier est passé par là. Il m'a transporté à l'abbaye où j'ai été sauvée. Ni plaie ni bosse, plus jamais. Te perdre 2 fois, ce serait trop. Je n'ai jamais embrassé un membre du clergé. Ce serait un péché. Nous avons pu entendre des extraits qu'Antonin vous annoncera parce que je ne sais pas. Si, on a entendu un extrait de Totoro réalisé par Miyazaki, une musique de Zo Hisaishi qui est évidemment le compositeur de Miyazaki, extraite du Vent se lève, son dernier long métrage. Et moi, c'est une musique qui me faisait quand même un minimum penser à la musique de La Porte du Paradis. Après, c'est un rapport à l'instrument aussi qui est utilisé, bien évidemment, hein, mais il y avait quelque chose de La Porte du Paradis de Cimino là-dedans qui me plaisait beaucoup. Et puis à l'instant, un extrait de La Rose et la Flèche de Richard Lester. Richard Lester que tout le monde a oublié aujourd'hui parce que c'est pas Richard Fleischer. On en est quand même assez loin. Un type qui était considéré comme un enfant surdoué, américain, hein, et puis qui est parti faire une carrière en Angleterre et qui s'est accoquiné notamment avec les Beatles. Il est connu pour avoir fait notamment Hard Day's Night et puis Help dans les années 60 et puis être une figure du swinging London, comme on l'appelait, avant de retourner aux vraies affaires et de faire des 3 mousquetaires et des choses de ce genre et de saccager des Superman de Richard Donner. Donc c'était pas un copain de Richard Donner visiblement, hein, Richard Lester. Et à la fin des années 70, il fait quand même un objet assez remarquable, hein, qui est donc ce Rose et la Flèche avec Sean Connery et Audrey Hepburn qui sort chez Rimini. Oui, et qui donc a pour titre original Robin and Marian, ce qui ça raconte en fait c'est une sorte de reprise, relecture du sorte de mythe de Robin des Bois, mais on va dire 30 ans après. C'est-à-dire que on va prendre, le film va saisir au tout début Robin des Bois en pleine guerre des croisades. Il a enfin retrouvé son roi, Richard Cœur de Lion, et il est parti faire les croisades avec lui. Sauf que forcément les croisades ça se passe pas terrible et au final voilà, il va revenir à Sherwood où il va apprendre plus ou moins que c'est devenu une sorte de légende. Donc on est dans un film qui est une sorte de comme c'était souvent le cas dans les années 70, une sorte d'entreprise de démystification, hein. C'est que dans le cinéma américain ou dans le cinéma mondial, tout ce qui était les grands mythes, il s'agissait surtout de ne pas les alimenter mais plutôt de les démystifier. On pense à beaucoup de cinéastes, mais Robert Altman a démystifié beaucoup de choses, tout comme beaucoup d'autres cinéastes dans sa lignée. Et là, il s'agit de montrer du coup un héros, effectivement littéraire et forcément cinématographique. Mais de le montrer sous des atours un peu moins recommandables et beaucoup plus vieux et pas du tout à la hauteur de la réputation qu'il peut avoir. C'est un film qui est hyper étrange, qui est un film qui est pas du tout parfait. Enfin, il y a plein d'éléments composites, hein, qui fait que certains éléments sont absolument géniaux, notamment l'interprétation. L'interprétation est unanimement incroyable. Enfin, il y a un truc où Audrey Hepburn elle est rayonnante, Sean Connery il est vraiment hyper séduisant, hyper drôle, hyper ridicule, et il fait vraiment une prestation à la Sean Connery incroyable. On va avoir Denholm Elliott, on va avoir aussi Robert Shaw, on va avoir Ian Holm, Victoria Abril dans un petit rôle. Il y a une sorte de générosité là-dedans, toute presque hollywoodienne, dans le sens où on a un all-star cast, on a une intrigue sur l'héroïsme qui est très hollywoodienne et qui va être toujours un petit peu contrebalancée par une sorte d'ironie qui va tout contrebalancer, mais sans
complètement annuler le côté héroïque. Et c'est vraiment, je pense, le vrai projet du film, quoi, ou qui, comme tu as dit, moi, Richard Lester, c'est pas un cinéaste que je connais très bien, mais c'est quand même quelqu'un qui, donc, est dans vraiment qui a vraiment ce côté très pop, 60s, un peu ironique, de ce qui peut faire passer déconstruction. le film pour un truc entre le cul entre deux chaises un petit peu de temps en temps. C'est Complètement. vrai que le fait d'avoir de temps en temps non pas une blague mais un humour un peu décalé, ça, alors même qu'on est en train de... Alors ça peut... voilà, ça décontenance. Moi c'est vrai que j'ai du mal un petit peu à m'investir complètement dans le film, dans toute la première partie notamment, parce que tu sais pas très bien si t'es dans une comédie d'aventure, ou si t'es vraiment dans une chronique. Il y a quelque chose de très cru aussi, où t'es vraiment dans un hyper-réalisme. Mais je pense que le film il bénéficie de tout ce truc-là en fait, c'est une sorte d'indécision, et même dans sa représentation en fait du Moyen Âge, de ce côté-là, moi j'ai beaucoup pensé. Il y a toujours cette grande ironie, c'est que quand on pense à une représentation assez juste du Moyen Âge, on pense à Sacré Graal en premier. C'est évidemment une des représentations du Sacré Graal. Pas forcément, on peut penser au 7e sceau par exemple. Ouais, éventuellement ou à la chair et le sang. Bien sûr, mais en fait c'est que des films à la chair et le sang. Ouais, mais ça c'est des films où clairement on se dit ils ont dû voir ce film-là avant, ou en tout cas peut-être que le côté de manque de budget fait que ces films-là se disent nous on ne peut pas se payer des matte painting grandioses, on peut pas se payer des intérieurs royaux avec des tapisseries et compagnie, donc on va tourner dans des ruines, on va mettre juste habiller 2 ou 3 personnes de guenilles et on va avoir notre Moyen-Âge, quoi. Et du coup ça donne une sorte de sensation qui, je ne sais pas si elle est réaliste ou pas, mais en tout cas très 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 forte, un sentiment de réalité très fort, un effet de réel très fort, qui fait que oui, tout ça va ressembler un peu à ce qu'on peut ressentir devant des grands films moyenâgeux qui sont La Chair et le sang ou Sacré Graal. Et effectivement, Sacré Graal d'autant plus qu'il y a tout ce côté très comique, mais en même temps il y a ça aussi dans la Chair et le sang, c'est-à-dire qu'il y a un côté qui fonctionne à plein dans La Rose et la Flèche, c'est ce côté où tout ce qui nous est montré à l'écran est plutôt relativement misérable. Les mecs ont des guenilles, leurs quêtes héroïques sont couronnées d'échecs, là encore plus Robin des Bois, Sean Connery, il est plutôt vieux, son corps fonctionne plus comme avant. Et en même temps, on va avoir quand même une sorte d'aspiration chez tous ces personnages à quelque chose de transcendant, qui va être pour Robin des Bois la légende, l'envie de correspondre à la légende qui l'a inspiré par ses actes de sa jeunesse. On va avoir chez Audrey Hepburn quelque chose de transcendant, c'est-à-dire Dieu, parce que Audrey Hepburn, donc Marianne, suite au départ de Robin des Bois, est devenue nonne. On va avoir chez différents aspirants, serviteurs du roi Jean, l'aspiration à la dignité royale, l'aspiration à l'honneur royal. On va avoir tout ce côté un petit peu très trivial de tous les personnages va toujours être mis en rapport avec quelque chose de plus transcendant. Et tout le film va carburer au décalage que ça peut avoir entre cette idée un petit peu transcendantale et la réalité de ses effets. Je pense par exemple à la bataille qu'il peut y avoir entre les gueux contre l'armée anglaise qui va tourner sûrement, donc on va pas le voir, mais à une sorte de gros massacre. Mais en même temps, ça bénéficie aussi du côté un petit peu hyper romantique que toutes ces idées transcendantales peuvent avoir. À la fois, on va avoir le bénéfice du romantisme. Le film est extrêmement romantique, tel qu'on a pu le voir dans l'extrait qu'on vous a diffusé, mais en même temps très drôle pour tous les décollages que ça pourra faire. Et moi j'ai trouvé que c'était un film hyper agréable à regarder, hyper drôle. Et là encore une fois, Sean Connery, je me suis rematé à des James Bond ces derniers temps. C'est quand même un acteur qui dans ce registre-là est absolument impeccable. Ah oui, mais justement, je pense qu'il est particulièrement bien casté. Ce qui est amusant, c'est de voir évidemment qu'il jouera, lui, Richard Cœur de Lion 15 ans plus tard dans le film de Kevin Reynolds, qui dans mon souvenir, est pas dégueulasse d'ailleurs, le Robin des Bois avec Kevin Costner. Moi, j'en ai un très bon souvenir. Ça reste le cinéma d'aventure, mais ça n'a rien à voir avec La Rose et la Flèche, évidemment, mais le bon cinéma d'aventure des années 90, justement, où le cinéaste se met un peu de côté. Mais bref...
Sean Connery, il est super. C'est le moment de parler d'ailleurs de ce bonus qui est présent sur le DVD de Rimini, d'une interview de Sean Connery qui revient très largement sur ses grands collaborateurs et notamment d'ailleurs Sidney Lumet. Ça a été l'occasion pour moi de me rappeler que c'était le bonhomme qui avait le plus tourné avec Sidney Lumet. Je pense que c'est pas pour n'importe quoi non plus, c'est que c'est un type qui est capable de jouer énormément de choses. Évidemment James Bond, et c'est amusant de l'entendre parler de James Bond, mais voir ce que Sidney Lumet lui a fait tourner, ça permet de se rendre compte que c'est vraiment un très grand acteur et qu'il n'est pas mort. Et oui, il n'est pas mort, putain. Il a pris sa retraite depuis 20 ans, ce con. Oui, ce type est juste caché depuis 20 ans, mais il n'est pas mort. Et c'est dommage, c'est un de ses derniers films, c'est quand même avec Gus Van Sant. Mais c'était pas dégueulasse non plus, c'est un des meilleurs films de Gus Van Sant. À la recherche de Forrester. À la limite, s'il faut voir un film de Gus Van Sant, c'est peut-être celui-là, avec Will Hunting. Des remakes de Gus Van Sant, c'est ses meilleurs films, de toute façon. Mais Sean Connery est super. Et moi, au final, une fois que le film se termine, en fait, c'est là où je voulais en venir, c'est que, oui, au début du film, j'ai un souci, j'ai du mal à rentrer dedans. Mais en fait, quand le film se termine, j'ai l'impression que tout ça a une forme, a une cohérence, en fait. Et que ce décalage, comme tu le disais, de toute façon, il colle avec cet hyper-réalisme, avec même ce qui peut sembler être un espèce de manque de moyens ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, tout ça rentre dans cette démystification mêlée à ce romantisme. C'est-à-dire qu'on va jouer évidemment de ce mythe, on va s'en amuser aussi, mais on tu sens que tout le monde s'amuse aussi. On a envie d'y croire. Ouais. Et on s'amuse. Et oui, mais non, mais c'est ça, on s'amuse et on se prend au jeu. Enfin, le shérif de Nottingham, quand il attend le duel final, il y a quelque chose, oui, on y croit, en fait. On y croit, on fait durer le plaisir même, en fait. C'est ça, en fait, que j'ai ressenti, en fait, devant ce film. C'est comment on va faire durer le plaisir. Et comment est-ce qu'on va faire durer le plaisir, en fait. On n'a pas grand-chose à perdre. Et c'est là où le spoiler arrive. Attention, spoiler. C'est que le film était vraiment le projet du film, c'était vraiment la mort de Robert Des Bois. C'était pas juste la fin, Robert Des Bois vieillissant, c'était de montrer la mort de Robert Des Bois. Et cette mort, elle est extrêmement romantique. Et on fait justement, c'est une manière aussi de faire perdurer cette légende. C'est-à-dire que même si on n'y croit pas forcément au début, même si on s'en moque, même si on a un truc comme ça, on prend pas tout au sérieux, mais au final, en fait, on va avoir ce geste romantique encore une fois, et on va faire en sorte de faire perdurer la légende. Et ça tient de ça. Et il arrive bien à mêler tous ces aspects-là, en fait, dans son film, Le Petit Lester. Voilà, il nous reste un peu de temps pour parler d'un film dont on voulait causer quand même. Même si je sais que tu aurais encore des choses à dire sur La Rose et la Flèche, qui est ressorti, donc, comme on le disait, en DVD chez Rimini. Mais on a vu un petit film, mine de rien, qui nous a un petit peu plu dernièrement. Toujours sur les internets. Voilà, et on va en causer un poil, comme je disais, c'est The Nightingale de Jennifer Kent, qui avait réalisé The Babadook. C'était il y a quelques années maintenant, c'était en 2014, je crois. Babadook, ça date maintenant, qui avait fait cette petite sensation, on avait pas mal parlé. Moi, honnêtement, j'en ai aucun souvenir et j'ai pas eu le temps de le revoir. J'ai terminé The Nightingale une demi-heure avant qu'on démarre cette émission, que j'ai regardé comme toi, a priori, dans des conditions assez lamentables, en 5 ou 6 fois, sur un ordinateur, en me cachant, parce que c'est un film, comme tu me l'avais annoncé, qui est quand même extrêmement violent. Et ça commence de manière pas très très aimable, parce que déjà le format est pas normal, c'est du 1,66 ou un truc du genre, c'est un format pas carré mais pas loin, ce qui moi en général me fait dire oulala, qu'est-ce qu'elle me fait comme mise en scène, elle essaye de faire son original, à pas prendre un format d'ordinateur normal. C'est louche, elle veut faire de la mise en scène, et puis en plus ça se passe en Australie, ça se passe en 1800 et quelques, avec des costumes, avec des gens qui ont un accent bizarre. Elle essaye de faire son aguirre, ça me plaît pas. Et ça commençait pas très très mal, pas très très bien. Et puis en plus de ça, il y a de la violence que j'aime pas trop en ce moment, avec des enfants à qui on fait du mal. Et je dis,
Ah, tu cherches vraiment le caca. Ça me plaît pas ce que tu fais, vraiment, ça me plaît pas, quoi. Tu me fais mal et là, c'est pas bien. Et puis, je me suis vraiment laissé entraîner par le film et j'ai l'impression d'avoir vu un grand film de Mel Gibsonien. Mais c'est vraiment un très beau compliment ce que je fais quand je dis que j'ai vu un grand film Mel Gibsonien. C'est-à-dire que c'est un film qui laisse la part belle évidemment à l'aventure et au personnage, tout en étant capable de montrer toute la cruauté de ces personnages et de ce qu'elle essaye de montrer, puisque clairement Jennifer Kent, elle essayait de causer de souffrance de la femme, notamment. Hein. C'est vrai qu'on est très très loin pour le coup. Je repense, on a parlé il n'y a pas longtemps, nous, de l'homme invisible qui surfait sur la souffrance des femmes, sur l'oppression. Voilà. Et puis et là d'un coup, je me suis dit putain, mais on a vraiment une réalisatrice qui est capable de montrer ça en fait. Et en plus de l'allier à une histoire d'un pays. Parce que ça parle vraiment de la colonisation, elle est capable de mêler ces deux sujets-là de façon extrêmement forte et complètement viscérale. J'ai trouvé un film vraiment viscéral et ça faisait longtemps que j'avais pas vu un objet comme ça à me laisser entraîner, parce que ça utilise le genre énormément. On est dans un survival, on est dans plein de choses, on est limite dans un western de temps en temps. Rape and Revenge. Ouais, on est dans le Rape and Revenge. Enfin, elle va vraiment utiliser des genres sans chercher à s'associer à des codes particulièrement, mais ça participe à l'histoire qu'elle est en train de raconter vraiment, quoi. C'est-à-dire qu'on a une femme qui est une Irlandaise qui déteste les Anglais, qui sont en train de coloniser la Tasmanie et le sud de l'Australie en tout cas. En sachant qu'a priori, donc les Irlandais étaient, quand le grand peuple opprimé par les Anglais était renvoyé, enfin les bagnards irlandais étaient envoyés en Australie pour la colonisation, en tant qu'esclaves quasiment. Et donc, elle est rendue en esclavage, clairement. Elle a son mari et son enfant. Elle se fait martyriser, violer, battue par un chef de garnison qui lui-même est dans une mauvaise posture et qui va... alors, si jamais vous n'avez pas vu le film, de toute façon, arrêtez d'écouter l'émission, allez voir le film. Hein. Moi je l'ai vu sans rien savoir sur ce qui allait se passer, mis à part l'avertissement d'Antonin sur en effet du mal qu'allait être fait à un nouveau-né. Et je suis ravi d'ailleurs, qu'Antonin, que tu m'aies fait cette remarque. Ça a gâché peut-être un peu la surprise sur une séquence, mais ça m'a permis de m'y préparer un minimum et j'ai apprécié. Donc, merci publiquement, Antonin, de m'avoir préparé à cette séquence. Mais voilà, donc du mal va être fait à son mari et à son nouveau-né, et puis à partir à la vengeance en étant accompagné d'un boy, bien évidemment, d'un aborigène. Et puis c'est une grande aventure après qui s'engage. Et moi, merci Antonin de m'avoir demandé de regarder cet objet qui est sorti en 2018, qui a eu un prix à Venise et qui depuis en fait a disparu complètement des radars. Aucune sortie en France, ni au cinéma, ni en DVD, ni en VOD, ni en quoi que ce soit. Ce film n'est pas venu jusqu'à chez nous. Ouais, c'est pour ça, parce que nous on est très légaliste. On se permettrait pas d'en parler si jamais en l'ayant vu illégalement, s'il n'y avait pas eu justement une édition quelque part. Mais non, le film n'existe pas en France et c'est vraiment dommage. On peut le trouver en très bonne qualité sur internet, effectivement. C'est vraiment on encourage en tout cas des éditeurs, parce que je pense que pour une sortie salle c'est foutu, parce que d'une part le film est assez long, je crois qu'il dure 2h20. Et puis les salles c'est la merde. Mais c'est vrai que c'est dingue que de toute façon c'est typiquement le genre de film qui est insortable. C'est trop arty. Oui, clairement ça ne fonctionnerait pas, mis à part peut-être dans un cinéma d'art essai quand même. Même pas. En fait c'est typiquement le genre de film en fait qui est trop arty pour les cinémas commerciaux et trop genré et trop violent pour les cinémas d'art essai. Donc c'est insortable. C'est typiquement le créneau sur lequel sont un distributeur comme The Jokers là, qui avait sorti Parasite, qui est leur grande exception, leur grand succès, mais qui est très difficile à exploiter en ce moment, parce que c'est peut-être pour ça que ça me fait penser à Mel Gibson aussi, parce que ça me fait penser un petit peu à Craig Zeller, et puis avec bien sûr, enfin en tout cas ça fait toujours plaisir de tomber sur un film comme ça qui a fait certes
quelques festivals et qui paraît être relativement original dans la voix qu'il porte, à tel point que moi j'aurais du mal à trouver des arguments pourquoi j'aime le film. Par contre, je peux avoir des masses d'arguments à me dire mais putain, comment ça se fait que j'aime ça alors qu'il y a des tas de trucs que j'aime pas là-dedans. Je trouve que par exemple le film a une sorte de didactisme dans toute son articulation entre l'oppression dont est victime cette Irlandaise en plus femme et qui va se rendre compte au contact d'un aborigène. J'ai même pas trop compris si c'était un aborigène ou si c'était un esclave noir, mais je pense que c'est plus un aborigène, t'as raison. C'est un aborigène donc, qui a été rendu en esclavage. Voilà, c'est-à-dire qu'il a été enlevé de sa famille quand il était enfant. Sa famille a été abattue quand il était enfant. Il a été rendu esclave et puis il s'est libéré. Il vit dans une communauté justement de SDF, presque de vagabonds. Ouais, c'est ça. Ouais. Et en fait, c'est dans l'articulation entre les deux, je me dis il y a une sorte de vouloir dire un peu chiant, de vouloir faire le film de thèse entre tous les opprimés qui vont se venger quelque part. Et en fait, malgré tout ça, je trouve que le film a une sorte de, comme tu l'as dit, de viscéralité qui est sûrement due à une mise en scène très très forte, quoi, et que moi j'ai pas trop étudié, mais dans tout ce qui est de l'ordre de la photographie, il y a quelque chose de très fort qui se passe. C'est effectivement un film qui prend beaucoup son temps dans la peinture des visages, des émotions qui les traversent, ce qui fait qu'on peut avoir un récit qui est relativement presque conventionnel, académique en termes de rape and revenge et compagnie, mais que il y a des émotions, il y a une sorte de sensation, il y a tout un rapport, et ça faut en parler, à l'environnement qui est très très fort, à tout la forêt, à la plage pour la fin, à la mer, tout un rapport aux éléments qui transcende vraiment tout un récit qui par ailleurs pourrait être assez conventionnel. Mais peut-être que c'est justement parce que le récit est relativement conventionnel que le film atteint une vraie ambiance ou une vraie dimension vraiment viscérale et quasiment transcendantale à des moments, quoi. C'est vraiment un film assez exceptionnel à découvrir, ouais. Mais encore une fois, et pour terminer, quand je disais que c'était Mel Gibsonien, c'était pas complètement gratuit et c'est pas uniquement rapport à la violence qui est l'un des sujets, en tout cas principaux, l'un des cœurs du film, je pense, et c'est ce qu'a dit en tout cas la réalisatrice. Mais j'ai retrouvé vraiment des éléments du cinéma de Mel Gibson là-dedans, au-delà du trigger, le petit déclencheur qu'est évidemment la mort du mari et de l'enfant qui va pousser à la vengeance comme n'importe quel film de Mel Gibson. On retrouve par exemple ce rapport justement au cauchemar. Il y a des cauchemars qui nourrissent le film régulièrement, c'est quelque chose qu'on retrouve dans Mel Gibson. Et puis moi il y a un plan final, une séquence finale qui évidemment me ramène à Apocalypto. Il y a beaucoup de choses dans le film qui régulièrement me ramenaient à des éléments du cinéma de Mel Gibson en tant que réalisateur, notamment, qui m'intéressent. J'aimerais bien rencontrer cette bonne femme, lui demander, voilà, est-ce que on est d'accord ? Est-ce que tu es d'accord pour dire que t'as quand même regardé du Mel Gibson et c'est ton influence. Il a une influence là sur le cinéma, l'un des meilleurs films qu'on a pu voir là, du confinement. Bon bah voilà, c'est Mel Gibsonien. Il y a quelque chose que j'aimerais bien, il y a des choses comme ça que j'aimerais bien poser à Jennifer Kent. Et ça m'a donné envie de revoir Monsieur Babadook et j'ai très hâte de voir son prochain aussi, et pour l'instant il n'y a rien annoncé et c'est ça qui me désole un petit peu aussi, et malheureusement il va être temps de s'arrêter. On est bien d'accord. Mais avant ça, on a des choses à faire gagner, je crois, Antonin. Ah ouais, Rémini nous fait la signe honneur de nous donner des DVD et des Blu-ray de La Rose et la Flèche pour vous. Donc, il s'agira de soit nous envoyer un mail, soit de jouer sur nos différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. Et puis, on fera un petit tirage au sort, comme la semaine dernière, pour Phase 4, pour délimiter qui seront les gagnants, en sachant qu'effectivement, les gagnants, peut-être qu'ils n'auront leur lot que dans 2 semaines maintenant, en tout cas, a priori, ou 3 pour recevoir leur lot, mais voilà.
Il est temps de nous quitter. Merci Antonin, évidemment, d'avoir participé depuis ton petit chez toi tout sombre en face de chez toi à cette émission. Merci à vous de nous avoir écoutés depuis votre chez vous. J'espère que vous êtes bien chez vous et non pas dans une automobile très très loin dans la forêt en train de vous cacher pour faire des choses. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site de Canal B, bien évidemment, sur les réseaux sociaux, sur le YouTube du Cinéma est mort. J'imagine que de toute façon c'est comme ça que vous l'écoutez en ce moment. Et puis on va se quitter avec un extrait justement de The Nightingale de Jennifer Kent que vous pouvez retrouver sur les internets et à Los Angeles si vous arrivez à prendre un avion. On se retrouve très bientôt. Merci. Probablement la semaine prochaine avec une émission spéciale John Borman. Oh là, comme tu fais des annonces là. Ouais, comme ça je tease. Merci à vous, à très bientôt. Ciao. Des bisous. We made it. We fucking made it! Well done, boy. You deserve your reward. Doesn't he, Eddie? Come on. Give him his reward and you win your freedom. Be a man, son. Give him his reward! Fuck! What did I tell you? Jesus. I'm sorry, sir. Shoot the next one, sir. I will. I'm sorry. I thought you had something. You don't. You're nothing. And you'll always be nothing, you worthless little gutter rat. No, sir, please. Please. You stay here. As soon as I get to Launceston, I'll tell the authorities there's a convict on the loose. I'll get you 5 more years. No. No, please, sir, please. I can do better, sir, please. Please don't leave here, please. I'll shoot the next one, I will. Please. I'll shoot the next one, I will. I'll shoot. God! I can't stand the fucking noise of it.